Après les 2 attentats à Nice la nuit dernière, toujours pas de revendication, mais une voiture volée en Corse contenant un détonateur et de l'essence a été retrouvée près des lieux de l'explosion. La piste corse se confirme. À Ajaccio hier soir, la manifestation des nationalistes a dégénéré. De violents incidents se sont produits au moment de la dispersion, affrontements avec les forces de l'ordre. Si les feux dans le Var sont maîtrisés, d'autres incendies de moindre importance se sont déclarés dans plusieurs régions, en Haute-Loire, dans les Pyrénées-Orientales ou encore dans les Alpes de Haute-Provence. Un air de vacances sur les berges de la Seine pendant un mois. Aujourd'hui, ouverture de la 2e édition de Paris-Plage. Les transats ont été pris d'assaut, la foule des grands jours qui lézarde au soleil. Madame, Monsieur, bonsoir. Moins de 24 heures après le double attentat à Nice, l'un contre la direction régionale des douanes, l'autre contre la trésorerie générale, l'enquête se concentre sur la piste corse. Une voiture volée sur l'île de Beauté portant une fausse plaque d'immatriculation a été découverte près des lieux de l'explosion. Les dégâts sont considérables. 16 personnes ont été blessées ou choquées. Olivier Théron, Virginie Liado. Au milieu des décombres, les enquêteurs sont toujours à la recherche d'indices. Les magasins alentours colmatent tant bien que mal les vitrines soufflées par les explosions de la nuit. À 2h30 ce matin, une première charge de 800 grammes de nitroglycérine fait voler en éclats la direction des douanes. Quelques minutes plus tard, de l'autre côté du bâtiment, c'est la trésorerie générale qui explose à son tour, alors que la rue est pleine de monde. C'est la panique, surtout qu'il y a des gens qui venaient voir en fait, et ils sont tous sortis de chez eux, et puis quand il y a eu la deuxième explosion, il devait y avoir du monde de l'autre côté, et je sais pas s'il y a eu des blessés ou je sais pas trop quoi. J'ai entendu une déflagration, il était 2h15. Je me suis rendu compte que j'étais blessée. Les pompiers m'ont vite dit de partir, et après il y a eu une deuxième déflagration. 16 personnes sont blessées légèrement, beaucoup sont commotionnés. Très vite, la police scientifique est sur place pour essayer de déterminer le type d'explosif, la signature de l'attentat. Au petit matin, grâce à un renseignement, la police trouve une voiture suspecte à proximité de l'attentat, volée en Corse, munie d'une fausse plaque minéralogique, à l'intérieur, un détonateur et de l'essence. Les criminels ont essayé d'y mettre le feu et c'est un habitant du quartier qui a commencé par appeler les pompiers. Et puis, heureusement pour nous, si vous voulez, le feu n'a pas pris. Et on espère, la police judiciaire espère faire parler beaucoup de cet instrument qui a servi à préparer cet attentat. Le ministre du Budget Alain Lambert s'est rendu sur les lieux et a condamné, au nom du gouvernement, très fermement cet attentat. La division nationale antiterroriste, la DNAT, est en charge de l'enquête. La piste du nationalisme corse est plus que jamais privilégiée par les enquêteurs. Le FLNC a récemment annoncé la fin de la trêve des attentats. Si celui-ci venait à être revendiqué, il apporterait la preuve que le mouvement clandestin corse est prêt à défier le gouvernement à coups de charges explosives, non pas sur l'île de Beauté, mais sur le continent. Regain de tension, durcissement des mouvements nationalistes. En Corse, la manifestation d'Ajaccio hier s'est achevée dans la violence. Des jeunes cagoulés pour certains s'en sont pris aux forces de l'ordre. Reportage Yann Fonty, Vincent Bouffarty, Chloé Lecomte. Elle devait bloquer leur progression, mais elle n'a pas résisté bien longtemps aux coups des manifestants. En quelques secondes, cette voiture de police s'est embrasée. Sa carcasse fumante est restée là une partie de la nuit. Il est 22h à Ajaccio, un peu plus bas, ceux-là brandissent un bouclier de CRS tel un trophée. Toute la soirée jusqu'à minuit, le centre-ville a été le théâtre d'affrontements parfois violents. Des heurts entre forces de l'ordre et une centaine de manifestants, essentiellement des jeunes. Un peu partout, des petits groupes très mobiles qui s'en prennent à cette agence bancaire ou qui mettent le feu aux poubelles. La soirée avait pourtant débuté dans le calme. Dès 19h, le cortège a remonté l'avenue principale et a grossi très rapidement. 2000 personnes selon la police, 10 000 selon les organisateurs. Peu importe cette querelle de chiffres, aux yeux des nationalistes, ce rassemblement a été un succès. Mais un succès terni par les débordements d'une poignée de casseurs. Je crois que c'est simplement le reflet d'une situation extrêmement tendue. Et les élus de Corsica-Nation, on est... Pas le temps d'en dire plus, hier soir, même les touristes se sont retrouvés piégés. En quelques secondes, ces terrasses noires de monde ont été désertées dans la précipitation. La ville s'est alors retrouvée enveloppée d'un épais nuage de gaz lacrymogène. À Ajaccio, le calme n'est revenu que vers 1h.
Depuis ce matin, la classe politique de Lille appelle à l'apaisement et à la réflexion. Pendant cette période estivale où manifestement les éléments les plus extrémistes vont essayer de faire monter la tension, il faut que nous évitions par des mots excessifs de créer une sorte de provocation en retour, car aujourd'hui on sent bien qu'il y a une volonté de provoquer chez beaucoup et il ne faut pas entrer dans ce jeu-là. Aujourd'hui, Ajaccio a retrouvé sa sérénité habituelle. Les traces de violence ont été effacées dans la nuit, un calme relatif. Pour combien de temps, personne ne le sait sur l'île. En Corse toujours, mais cette fois-ci sur le front des incendies. Le feu continue de progresser dans la vallée de la Gravonne, près d'Ajaccio. Les flammes ont décimé 1600 hectares de maquis. De nouveaux renforts sont attendus et le balai des Canadair et des bombardiers d'eau était incessant aujourd'hui. Sur place, Yvan Martinet, Vincent Bouffartigue. 800 litres d'eau largués directement sur le feu. Ces derniers jours en Corse, l'hélicoptère bombardier d'eau est la meilleure arme des pompiers. Toute la matinée, les Canadair, eux, sont restés cloués au sol. La fumée était trop dense. La différence qu'il y a, c'est que nous, on a des vitesses réduites, on peut presque s'arrêter, donc les visibilités, on arrive un petit peu mieux à maîtriser ces mauvaises visibilités. Eux, ils sont plusieurs, ils ont des axes d'approche qui sont plus longs, donc c'est normal qu'ils ne puissent pas y arriver dans une fumée assez épaisse comme ça. Cette trompe sous l'appareil lui permet de pomper un plein d'eau en 30 secondes. Autour des zones en feu, les pompiers ont placé des réservoirs où viennent se servir les hélicoptères. Mais le dispositif n'est pas suffisant pour stopper cet incendie. Depuis 5 jours, 1500 hectares sont partis en fumée. Les flammes sont désormais toutes proches de Boccognano. Ici, cet incendie n'est pas le premier. Ça fait 30 ans qu'on entend dire ça. C'est criminel, c'est des bergers, c'est des touristes, c'est des intrudents, c'est des campeurs. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose. Regarde Cédric, regarde. Là, ça part bien. Hein. T'as vu les flammes? Ouais. Et je peux te dire qu'on est loin, là. Ça sent... Au sol, sur des terrains trop accidentés, le feu reste inaccessible. Dès demain, 3 hélicoptères supplémentaires devraient arriver en renfort. Je vous le disais, de nouveaux renforts donc de pompiers font route vers la Corse ce matin, partis de la gare de Lyon vers Marseille. Ces 80 hommes vont remplacer les marins-pompiers de la cité phocéenne qui pourront aller prêter main forte aux brigades sur l'île de Beauté. Dans le Var à présent, le massif des morts reste sous haute surveillance. Le feu est certes maîtrisé. Le dispositif de pompiers a été allégé, mais la vigilance est de mise. Par ailleurs, les autorités locales ont pris des mesures de restriction d'eau. Reportage Loïc Delamornay, Marine Vincent. Vous faites environ 60 mètres sur la gauche du CCF, en limite brûlé vert. Pour les flamèches qui ont eu la mauvaise idée de reprendre dans des endroits inaccessibles, seul l'hélicoptère bombardier d'eau est efficace. Merci pour le coup de main. Mais ensuite, il faut s'assurer que le point chaud est définitivement noyé. Ce travail-là ne peut se faire qu'à pied, la suie au front et la machette en main. Ouais, c'est bien là, c'est dans cette direction là. On voit la fumée, on y va là, ouais. Une approche longue dans les broussailles pour dérouler les 250 mètres de lance et éteindre les dernières braises. C'est un travail fatigant parce qu'on a déjà fait l'attaque du feu, on est sur zone, il faut pas refaire l'extinction, on ne peut pas s'en aller tant qu'il reste une petite fumerole. Et parce que l'eau est la seule arme des pompiers, 7 communes du Var ont lancé un appel au civisme à leur administrés. Prudence, l'été est loin d'être terminé. Je ne peux que dire à la population, écoutez, au lieu de faire couler le robinet inutilement, fermez-le. Au lieu de trop arroser vos jardins, ne les arrosez pas pendant quelques jours. De temps, non pas qu'on retrouve de l'eau, mais que l'on reconstitue nos réserves. Ce soir, les effectifs s'allègent. Il ne reste que 300 hommes en surveillance contre 1300 au plus fort de l'incendie. Et pour avoir replié la dernière lance sous l'œil des caméras, ce pompier a bien mérité les applaudissements de son unité. Pour classer la fin d'un incendie, les pompiers ont toute une terminologie. Ce feu a d'abord été fixé. Ce soir, il devrait être officiellement maîtrisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune reprise, plus aucune flamèche. Mais il faudra attendre encore quelques jours pour que cesse toute surveillance particulière et que l'incendie soit officiellement déclaré éteint. Je vous propose à présent de nous arrêter sur l'histoire de ces 2 familles qui ont vécu 48 heures cernées par les flammes sans jamais voir un pompier. Leurs habitations sont totalement isolées au beau milieu du massif des morts, sans véritable route d'accès. Ils ont réussi à sauver leurs biens. Caroline Gauthier, Vincent Ferreira. En plein cœur du massif des morts, elle est restée stoïque. Elle seule a résisté à l'incendie. Les flammes n'ont pas même osé l'effleurer.
Autour en revanche, plus que de la suie et des cendres. Quand le feu est vraiment venu, qu'on a commencé à avoir la chaleur qui arrivait, on est tous rentrés dans le château. Donc on avait tout colmaté avec des serviettes et bien mouillé tout ça. C'est passé très vite, en même pas 10 minutes c'était passé le gros des flammes. Là on est sorti et on a commencé à vouloir éteindre toutes les flammes. Thierry, le gardien de cette propriété, et la famille qui vit ici ont été cernés par l'incendie en pleine nuit. Seuls, ils ont lutté contre les flammes. Les pompiers ne sont jamais venus. C'est vrai que c'est impressionnant, quand ça arrive là, ça monte jusqu'en haut. Hein, parce que... Quelles images vous gardez de ce moment-là? De flammes. Vous le prenez presque avec le sourire aujourd'hui? Maintenant oui, maintenant c'est passé. Je serais venu avant-hier, c'est pas pareil. Il y a encore quelques jours, nous explique Thierry, cette maison était un havre de paix. Aujourd'hui, loin de se décourager, il pense déjà au nettoyage, au reboisement, au retour de la couleur. Non loin de là, l'exploitation d'Antoine Pastorelli, lui aussi a combattu le sinistre avec ses propres moyens. On sait que quand on habite dans des coins isolés, c'est un choix de vie et c'est un choix de pays aussi. Et donc, depuis toujours, on s'est équipé de façon à être autonome. Les vents tournants nous ont rabattu les flammes sur la partie des serres que vous voyez dessous, là, qui sont abîmées, équipées des lances à incendie qui vont très loin. Nous avons pu arroser depuis le talus, arroser et maintenir et contenir la progression du feu qui nous revenait dessus. Les dégâts matériels se chiffrent à près de 150 000 €, mais les Pastorelli ont sauvé l'essentiel, leur vie et la ferme familiale. Ailleurs en France, d'autres incendies se sont déclenchés depuis hier après-midi dans les Pyrénées-Orientales ou encore dans les Alpes de Haute-Provence. Globalement, ce sont des zones inhabitées qui ont été touchées par les flammes. Le point, Fanny Auvergne. C'est de cette remorque de foin que le feu est parti. Une étincelle ou un court-circuit dans le moteur et toute la grange s'est enflammée. Puis les flammes ont gagné la campagne environnante. Près de Digne-les-Bains aujourd'hui, 120 hectares ont été détruits. 200 pompiers sont à pied d'œuvre et l'incendie est maintenant sous contrôle. Situation plus préoccupante en Haute-Loire, à 40 km du Puy-en-Velay. Ici, le feu n'est pas maîtrisé et se propage rapidement. Les habitants de la commune de Chazelles sont très choqués. J'ai plus envie de parler. On le maîtrisera. On est là pour le protéger. J'ai confiance à eux. Vous avez eu peur? Ouais. Oui, ouais, j'ai 58 votes dedans. Enfin, plus au sud, dans les montagnes des Pyrénées-Orientales, 150 hectares de garrigons flambés. Pour des raisons encore inconnues, l'incendie a démarré en début d'après-midi sur la commune de Fontpeyrouse. Ce soir, 4 avions et 150 pompiers travaillent toujours pour contenir le sinistre dans une zone difficile d'accès. Pour prendre la mesure du désastre sur l'environnement, regardons l'exemple de l'incendie qui a décimé plus de 2000 hectares du massif des Alpilles il y a 4 ans. Voici comment s'est reconstituée peu à peu la végétation avec l'interdiction d'accès dans toute cette région pendant les 2 mois d'été. Reportage Yannick Aroussi, Laurent Esnault. Juillet 1999. Le massif des Alpilles part en fumée. 2300 hectares détruits par les flammes. Des souvenirs obsédants pour les habitants comme pour les pompiers, confrontés aux pires difficultés. Gagner la bataille de l'eau, c'est l'un des principaux objectifs des travaux de réhabilitation du massif. Les abords de cette ancienne mine de bauxite ont été aménagés, de nouvelles pistes créées. On a aménagé cet accès afin de pouvoir mettre soit un véhicule incendie en pompe, soit des motopompes à gros débit pour pouvoir alimenter des engins au-dessus qui vont intervenir sur les feux de forêt. 9 citernes de 60 mètres cubes sont enterrées en divers points du massif. Tout cela coûte cher. L'enveloppe globale des travaux s'élève à 3 millions d'euros. Il vaut mieux donner un peu d'argent à la forêt et au massif tous les ans qu'une opération comme, hélas, celle qu'on vient de voir chez nos amis du Var, avoir des moyens conséquents qui coûtent une fortune et quand ils sont passés, eh bien, le drame est là. L'accès à l'eau permet de réintroduire une activité pastorale. Ânes et chèvres font d'excellents débroussailleurs. Et puis, il y a le reboisement, mettre fin à l'hégémonie du pin d'Alep, très inflammable. On a ici privilégié des feuillus, comme le chêne blanc. Les promeneurs n'ont pas été oubliés dans ces gigantesques travaux. Des aires de pique-nique sont aménagées, mais en bordure de la forêt, car comme partout ailleurs dans les Bouches-du-Rhône, l'accès au massif est interdit durant l'été.
Et puis en Europe, en raison de la sécheresse, des incendies se sont déclarés en Espagne, mais aussi au Portugal, dans la région de Castelo Branco, au centre du pays. Plus de 350 pompiers, une centaine de camions et 3 hélicoptères sont mobilisés. En Bretagne, des milliers de jeunes sont en train de quitter le village de Fawet dans le Morbihan. La nuit a été calme après les incidents qui ont opposé les raveurs aux forces de l'ordre. Les jeunes se sont dit déterminés malgré tout à organiser un technival. Il a bien eu lieu malgré l'interdiction de la préfecture. Ils étaient quelques 10 000 raveurs à danser sur la musique. La Corrèze n'avait jamais vu ça. C'est ce soir le concert de Johnny Hallyday, le plus grand spectacle jamais organisé dans le département. Jacques Chirac et son épouse feront partie des 20 000 spectateurs attendus. Une occasion inespérée pour les intermittents du spectacle qui tentent difficilement d'approcher du site. Des centaines de gendarmes sont sur place et veillent à ce que rien ne vienne gâcher la fête. Reportage Alexandre Cara, Arnaud Wurst. De mémoire de Corréziens, on n'avait jamais vu ça ici, de tels embouteillages. Aujourd'hui, pour assister au concert de Johnny, il fallait prendre son mal en patience. 4 km qu'on a mis là, en 1h30 ? Il faut dire que pour accéder au concert, il fallait montrer patte blanche. Sans une place en bonne et due forme, impossible d'approcher à moins de 800 mètres. Objectif, empêcher les intermittents du spectacle de manifester. Un millier de policiers pour une petite cinquantaine d'intermittents, bien décidés à se faire entendre du couple présidentiel qui ce soir doit assister au concert de Johnny. Nous allons investir les lieux, symboliquement ou pas, on ne sait pas. Si on peut rentrer, on ira distribuer des tracts à l'entrée. On ne perturbera pas le spectacle. Et si on ne peut pas rentrer, je ne sais pas ce qui va se passer, quoi. La tentative n'est pas vraiment couronnée de succès. Première sommation, il va être fait usage de la force. En définitive, les forces de l'ordre optent pour une évacuation un peu musclée. Peine perdue pour les intermittents, pendant ce temps-là, la première partie du concert de Johnny a déjà commencé. Jacques et Bernadette Chirac arrivent. Ce soir, les seuls intermittents qu'ils verront sont ceux non grévistes qui assurent le bon déroulement du concert. Nous vous en parlions dès vendredi soir. Le taux de rémunération du livret A va baisser. Les derniers arbitrages se font à Matignon. Ça concerne 46 millions de Français qui possèdent un livret A, dont le taux pourrait baisser de 3% à 2,25%, soit une baisse de 0,75 points. Au moment de la mise en circulation de l'euro, on affirmait que les billets étaient infalsifiables. C'était sans compter le savoir-faire des faussaires. La contrefaçon des billets en euros progresse, avec parmi les fausses coupures les plus fréquentes, celles de 50 €. Séverine Lebrun, Didier Lacharmoise. C'est un faux grossier. 2 photocopies collées l'une à l'autre. Et ça, c'est étonnant. J'aurais dû voir ça. Même l'hologramme se détache. J'aurais dû voir ça. Mais ce jour-là, ce buraliste n'a pas eu le temps d'y regarder de près. Ils en profitent quand il y a beaucoup de monde, quand on est moins vigilant parce qu'on essaye d'aller vite pour que tout le monde se serve rapidement. Et puis ils en glissent un et puis on ne le voit pas. On a eu 3 faux billets, on a eu une série de 5, une série de 100, une série de 200. Donc c'est 3 faux billets, mais en espace de temps très court, donc je dis que c'est beaucoup trop, quoi. Sur les 8 milliards de billets en circulation, près de 300 000 faux ont été saisis depuis le début de l'année dans le monde entier, 2 fois plus qu'en 2002. La coupure de 50 € est la plus en vogue chez les faux monnayeurs. Malgré ses 64 systèmes de sécurité, le billet n'est pas infaillible. Il n'existe pas de billets infalsifiables, tout simplement parce que les billets modernes sont faits par des ordinateurs et par des machines, et que ce qu'un ordinateur a fait, un autre ordinateur pourra le refaire. Pour reconnaître un faux, il suffit pourtant souvent de le comparer avec un billet dont on est sûr. Ici à droite, l'hologramme contrefait sans couleur est détectable à l'œil nu. Sur chaque billet, une porte apparaît en transparence ainsi qu'un filet métallique pratiquement impossible à imiter. Je regarde s'il y a des petits filaments dedans avec cet appareil. Les plus suspicieux peuvent investir quelques euros dans un détecteur. Sur les vrais billets, une lampe UV fait apparaître de petits filaments fluorescents. Au chapitre judiciaire, c'est mardi que comparaîtra Patrick Henry. Il avait été interpellé en Espagne pour trafic de drogue après avoir bénéficié d'une liberté conditionnelle. Celui qui échappa à la guillotine il y a plus de 25 ans risque une nouvelle peine de prison. Fanny Auvergne et Jean-François Renaud. Pour Patrick Henry, la liberté aura duré moins de 2 ans. Octobre 2002. Le détenu le plus célèbre de France, alors en liberté conditionnelle, est arrêté sur une route en Espagne. Dans sa voiture, 10 kg de hashish. Pourtant, Patrick Henry voulait apparaître comme un modèle de réinsertion.
Après 25 ans passés en prison pour le meurtre d'un enfant, des juges décident de lui donner une deuxième chance et le libèrent en avril 2001. Une décision délicate, mais le prisonnier présente alors tous les gages d'une réinsertion réussie, un travail et un logement. En trafiquant de la drogue, il a trahi la confiance des juges. Mais d'après les experts, le cas Patrick Henry, très médiatisé, ne doit pas remettre en cause les libérations conditionnelles, un système qui a fait ses preuves. Quelqu'un qui est condamné et qui sort avec une libération conditionnelle est moins récidiviste qu'une personne qui sort de façon sèche à l'issue de sa peine pleine et entière. Voilà. Patrick Henry va devoir expliquer à la justice pourquoi il a rechuté. Mais quelles que soient ses raisons, son sort est sans appel. Il finira ses jours en prison. Ceci nous amène à ces nouvelles techniques policières qui permettent de confondre un suspect grâce à la comparaison des odeurs relevées sur les lieux mêmes du crime. Cette technique s'appelle l'odorologie. Elle est basée sur la fiabilité du flair de chien dressé à cet effet. Cette méthode vient de l'Europe de l'Est et pourrait être expérimentée en France. Reportage en Hongrie, Agnès Gardet, Ludovic Tourte. Robert Kovacs a exercé longtemps le métier de policier. Il a aujourd'hui abandonné le terrain pour faire de la formation. Sa spécialité, le recueil d'odeurs sur les scènes de crime. Démonstration dans l'une des salles de cette école de police. Une querelle entre deux individus qui a mal tourné, grossièrement reconstituée. Les premiers arrivés sur les lieux sont les techniciens de la police scientifique. Dans leur mallette, de quoi isoler l'odeur du criminel. Des bandes de tissus stériles sont déposées à tous les endroits où l'auteur est susceptible d'avoir laissé sa trace. Au bout de 30 minutes, on considère que l'odeur a imprégné le bout de tissu. On peut alors le déposer dans ce bocal et le mettre sous scellé. Deuxième phase, la reconnaissance de l'odeur. C'est là qu'intervient le flair des chiens spécialement dressés. Renifle. Allez, cherche. Son maître vient de lui faire sentir l'odeur retrouvée sur l'arme du crime. Dans chaque bocal, l'identité olfactive d'un suspect. Sans hésiter, le chien marque un arrêt devant la même odeur. Le lien est fait entre l'arme et l'auteur. Le chien est un être vivant, il peut se tromper, comme vous et moi, mais on les forme d'abord pendant une année. Après, on les entraîne tous les jours pour qu'ils restent performants. Les bandelettes sont stockées et conservées pendant 10 ans. Chaque région dispose d'une banque d'odeurs, l'ensemble étant répertorié dans un fichier accessible à toutes les polices du pays. Voilà 30 ans que la Hongrie utilise cette méthode, bien avant les empreintes digitales et l'ADN. On a élucidé beaucoup d'affaires grâce à cette technique, des crimes de sang notamment. C'est très utile dans les enquêtes où les policiers n'ont aucune piste, pas d'empreinte, pas de traces ADN. L'odeur, elle, on peut toujours la retrouver car chaque être humain laisse son odeur partout où il passe et cette trace pour la justice hongroise est considérée comme une preuve. La méthode est en train de faire école un peu partout en Europe. La France vient d'ailleurs d'envoyer en stage ici un de ses policiers et ses 2 bergers allemands. En Grande-Bretagne, les suites de l'affaire Kelly avec une série de déclarations, d'abord politiques, celle de Tony Blair, qui reprend l'offensive en affirmant qu'il n'est pas question qu'il démissionne et pas davantage qu'il rappelle le Parlement. Par ailleurs, la BBC, jusqu'alors silencieuse, reconnaît que le chercheur était bien sa source principale sur le fameux dossier des armes chimiques irakiennes. Le point, Jérôme Bonny. Madame Kelly, la veuve du savant, n'a pas quitté cet après-midi sa maison de Southmoor, où des proches lui ont rendu visite. Ici, tout le village est désolé du suicide du docteur Kelly. Je suis très triste pour sa femme et leurs 3 filles. Depuis quelques jours, les photographes se pressent à Southmoor pour montrer la douleur de Madame Kelly, qui a fait la une des tabloïds aujourd'hui dimanche. Peut-être ce deuil est-il un peu soulagé par la révélation de la BBC qui a attendu le surlendemain du drame pour déclarer « Maintenant que nous avons prévenu la famille, nous pouvons confirmer que le docteur Kelly était bien notre source principale. » Le savant qui travaillait pour le ministère de la Défense semble bien être la victime collatérale d'une guerre sans merci qui a éclaté entre le gouvernement britannique et la BBC depuis que ce journaliste de radio, Andrew Gilligan, a affirmé dans une émission de mai dernier que le conseiller en communication de Tony Blair, Alastair Campbell, avait manipulé le rapport britannique sur les armes de Saddam Hussein. La BBC ment, martelait Campbell.
Interviewé ce matin à Tokyo, le Premier ministre britannique Tony Blair s'en remet à la commission d'enquête qui vient d'être nommée. Je crois qu'il nous faut maintenant une période de réflexion pour que les juges mènent leur enquête et que la famille puisse faire son deuil. Maintenant, la famille du Dr Kelly et tous les Britanniques espèrent que la commission d'enquête qui vient d'être constituée va pouvoir apporter une réponse à la question de savoir si oui ou non le Dr Kelly a été poussé au suicide parce qu'il aurait dévoilé sur le dossier britannique des armes irakiennes des vérités qui n'étaient pas bonnes à dire. En Irak, grande manifestation anti-américaine dans la ville sainte de Nadjaf. 10 000 chiites ont tenté de s'approcher des bureaux de l'administration civile américaine. Les manifestants accusent les militaires d'avoir encerclé la maison d'un haut dignitaire religieux après son sermon particulièrement hostile aux États-Unis. En Iran maintenant, alors que la communauté internationale s'inquiète de l'éventuelle découverte de traces d'uranium enrichi, un nouveau missile d'une portée suffisante pour atteindre Israël est désormais à disposition de l'armée iranienne. Lors d'une cérémonie officielle en présence des gardiens de la révolution et des dignitaires religieux du régime, 3 missiles Shahab 3 ont été présentés sur leur rampe de lancement. Au Libéria, un photographe français a été grièvement blessé hier soir. Les combats se poursuivent dans la capitale entre forces rebelles et troupes gouvernementales. Des centaines de personnes ont été tuées le mois dernier. Une guerre dont on ne voit pas l'issue, le président Charles Taylor ayant exclu de quitter le pouvoir. Richard Binet. Ces combattants sont des soldats de l'armée régulière du Libéria. Ils viennent de repousser une offensive rebelle. Ils font la fête. L'homme qui danse en treillis est un général et non des moindres, le chef d'état-major des armées. Il exhorte ses hommes à tuer quiconque s'opposera à son chef, le président Charles Taylor. Les rebelles sont pourtant aux portes de la ville. Le canon gronde, les civils fuient dans la confusion la plus totale. Les pillards sont déjà à l'œuvre, l'armée est débordée. Je veux la paix, simplement la paix, hurle cette femme. Tandis que les premiers corps, cadavres ou blessés, sont amenés à l'hôpital. Ici, c'est une situation complètement chaotique, où l'armée n'est pas une armée. Maintenant, ils passent leur temps à s'occuper, à faire des pillages. Là, je viens d'arriver au quartier général de la police où il y a un cadavre étendu devant moi. La majorité de la presse est partie se réfugier à l'ambassade américaine. C'est un état de psychose. Devant l'ambassade des États-Unis, des femmes implorent George Bush de rétablir la paix. Jusqu'alors, le président américain s'est refusé à intervenir, mais il pourrait changer d'avis. Il y a quelques minutes, on apprenait que le quartier des ambassades était bombardé. Ce dimanche, journée nationale à la mémoire des crimes racistes et antisémites. Une cérémonie commémorant la rafle du Veldiv se déroulait ce matin à Paris. Partis du mémorial juif, des jeunes portant des flambeaux ont rejoint le lieu de la commémoration. La grande rafle parisienne des 16 et 17 juillet 42, au cours de laquelle plus de 13 000 juifs furent déportés. À Nancy se sont ouverts aujourd'hui des Jeux Olympiques d'un genre particulier. Les participants, soit 1 millier d'athlètes, ont tous subi une transplantation. Ils viennent d'une cinquantaine de pays. Aujourd'hui se déroulait la cérémonie d'ouverture avec un hommage à la jeune Audrey, dont les organes ont permis à 7 personnes différentes de vivre. Ils étaient là pour lui rendre hommage. On notera aussi la présence de Larry Hagman, l'acteur américain qui incarnait dans Dallas Jr. La sécheresse en France touche de nombreux départements. Des mesures de restriction d'eau ont été adoptées. La situation est critique. Le point Sophie Mézel et Yannick Arroussi. Pas un nuage à l'horizon. Les tournesols devraient apprécier, sauf que les champs n'étant plus irrigués, ils souffrent de la sécheresse. Si la pluie ne tombe pas abondamment d'ici le mois d'août dans le Doubs, c'est 30% de la récolte qui sera perdue. Dans le Lot-et-Garonne, le mardi a été décrété jour sans irrigation. Interdiction ce jour-là de puiser dans le fleuve ou même dans les puits. Les cultures vont fatalement en souffrir. Aujourd'hui, ce sont 40 départements qui ont pris des mesures de restriction d'eau par arrêté préfectoral. 15 autres sont en situation de vigilance et peuvent basculer d'un moment à l'autre dans le rouge. Mais la situation n'est pas aussi dramatique qu'en 1976, sécheresse historique par sa durée et son ampleur. D'autant que la sécheresse d'aujourd'hui arrive après 3 années de pluies abondantes qui ont alimenté les réserves des nappes phréatiques. Pour l'heure, statistiquement sur l'ensemble du territoire, les masses d'eau profondes sont encore préservées. Par contre, en eau de surface, on est dans une situation assez grave.
La météo devrait cependant apporter un espoir. La pluie sera bien présente, en petite quantité et localement cette semaine, mais pas de quoi encore remédier à la sécheresse. Depuis ce matin, un air de vacances flotte sur la capitale. La foule des grands jours pour la deuxième édition de Paris-Plage. Peu après l'ouverture, Parisiens et touristes ont pris d'assaut les berges transformées en stations balnéaires. Et il était bien difficile de trouver un transat libre. Laurence Deleur, Christian Gallet. Des pâtés de sable au bord de l'eau, les enfants retrouvent leur occupation favorite pendant les vacances. Il dormait, il s'est réveillé dès qu'il a entendu le sable, il s'est réveillé. C'est prêté, donc on est venu sans rien, donc on s'amuse. Juste avec le maillot de bain, ça nous suffit. Les petits ne sont pas les seuls à apprécier la plage à Paris. Des centaines de milliers de Parisiens et de touristes sont descendus aujourd'hui sur les berges de la Seine, entre les Tuileries et le pont Henri IV. Au milieu de cette marée humaine, un havre de paix, d'autant plus recherché que ses bienfaits sont gratuits. Et je fais mes yeux, je sens le massage, c'est très bien. Ici, on peut venir avec son chien, à vélo et à roller, et porter le string. Message reçu 5 sur 5 par certaines. Mais attention, pas question de piquer une tête seins nus dans la Seine après avoir bu de l'alcool. Et là, le message passe déjà moins bien. À défaut de nager, on se contente de se rafraîchir, tandis que les sportifs, eux, recherchent les sensations fortes. Lève, allez, debout. Escalade, tai chi, pétanque, pour sa deuxième édition, Paris-Plage multiplie les activités pour tous. C'est d'abord les habitants de Paris et d'Île-de-France qui ne partent pas en vacances, et puis tous les autres, les visiteurs français ou étrangers. Paris n'est jamais aussi sympathique que quand ils partagent. La mer est loin, mais que la douche est bonne. Et puis, au détour d'un chemin, on découvre des châteaux de sable étonnants qu'on ne voit même pas toujours sur les vraies plages. Le Concorde d'Air France, acquis pour €1 symbolique par le musée de technique de Silsheim en Allemagne, où il sera exposé, est enfin arrivé à destination après un long périple. Ses ailes ont dû être coupées pour pouvoir l'acheminer. Dans le Nord-Pas-de-Calais, ce week-end, à l'initiative de la région, les places de train de TER vers les plages du Nord ne coûtaient pas plus d'€1, un moyen permettant au plus grand nombre d'avoir accès au littoral. Laurent Menet, Valérie Lucas. Le temps n'est pas tout à fait de la partie et pourtant la plage de Dunkerque affiche une fréquentation record. Beaucoup n'ont pas hésité très longtemps devant la proposition de la SNCF. La mer pour €1. La famille Herry est venue au complet. On habite un petit peu loin d'ici nous, et puis comme un petit peu nombreux, et puis à ce prix-là, à mon avis, il faut en profiter. Le train qui mène à la mer, le voici. 1 heure de trajet au départ de Lille à un tarif défiant toute concurrence. Il n'en faut pas plus pour qu'il règne ici une ambiance festive. Les Morsas voulaient voir la plage en restant zen. Le rêve est en train de se réaliser. La route, il y a les embouteillages, de voitures, ça revient moins cher avec le train comme ça. Arrivé à Dunkerque, sur le quai, c'est l'affluence des grands jours. Près de 400 personnes descendent du train. Les trains sont au maximum, entre 80 et 90% du remplissage, et ouais, ça tourne bien. Allez, encore un petit effort, la plage n'est plus très loin. Les Morsas ont quitté l'île voici 1 heure et demie, et pour quelques euros, le dépaysement est garanti. C'est bien, un peu long le train, mais bon, c'est bien, une fois qu'on est sur la plage, on n'y pense plus. Grâce à la mise en place de 30% de places supplémentaires, les trains express du Nord ont acheminé près de 26 000 personnes vers le littoral ce week-end. Un vrai succès. L'opération doit se renouveler dans un mois. Le Tour de France avec la bataille des 6 cols, une étape de montagne réputée pour sa difficulté. Dans un mouchoir, 18 secondes séparent seulement le premier du troisième. Lance Armstrong qui a failli perdre son maillot jaune, Jan Ullrich et Alexandre Vinokourov. Encore quelques secondes de calme avant la tempête médiatique. Richard Virenque vient de passer la ligne. Pas le temps de souffler. Bienvenue dans l'émeute qui entoure chaque soir l'arrivée du meilleur grimpeur. Et oui, je suis avec Richard Virenque qui vient donc de faire 3e de l'étape. Une 3e place bien mal payée. Le chouchou du public français a encore passé la journée en tête de la course. Toujours dans la bonne échappée, il compte jusqu'à 15 minutes d'avance sur Lance Armstrong. Dans cette marée humaine qui submerge les Pyrénées, Virenque est maillot jaune virtuel pendant quelques kilomètres. Battu, le Français passe la ligne avec seulement une grosse minute d'avance sur les favoris, mais ce soir il est presque assuré de terminer meilleur grimpeur du Tour pour la 6e fois de sa carrière. Je ne peux pas trop regretter parce que je crois que j'ai fait une belle journée aujourd'hui.
C'est sûr que ça aurait été bien gagné une deuxième étape. Non. Sur le Tour, le déclin de l'Empire américain se poursuit chaque jour un peu plus. Attaqué par Vinokourov et Maillot, deux de ses principaux rivaux, Armstrong ne réagit pas. Dans la cabine des commentateurs américains, on préfère y voir le signe d'une grande maîtrise. Aucun doute, le Tour se terminera en happy end. Ce n'est pas la fin de Lance Armstrong, soyez-en sûrs. N'oubliez pas que lorsqu'on a le maillot jaune sur les épaules, on maîtrise aussi la tactique de course. Ironie du sport, c'est Jan Ullrich qui sauve le maillot jaune d'Armstrong. L'Allemand entraîne bien malgré lui l'Américain vers la ligne. Aujourd'hui, j'étais mieux qu'hier, mais c'était lui le plus fort. On verra demain. Ce soir, le peloton a une nouvelle star. Sous la mêlée, Alexandre Vinokourov, 3e du classement à 18 secondes d'Armstrong, savoure son drôle de tour joué à l'américain. En Formule 1, Rubens Barrichello sur Ferrari a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est la première victoire du pilote brésilien cette saison. Il devance la Williams de Juan Pablo Montoya et la McLaren de Kimi Raikkonen. Pendant la course, un spectateur vêtu d'un kilt est descendu sur le circuit. Il a brandi une pancarte devant les voitures lancées à plus de 200 km/h avant d'être maîtrisé. Michael Schumacher reste en tête du classement des pilotes. La 12e édition des Vieilles Charrues touche à sa fin ce soir. En 3 jours, les stars se sont succédés, de Zazie à Alain Bachung, pour le plus grand plaisir des 160 000 spectateurs et des 5 000 bénévoles. Olivier Lenza, Yann Moine. La communion de tout un peuple. Pendant 3 jours, Carhaix a fait la fête. Zazie, Woolsey, tous ont pris le micro pour saluer le travail des bénévoles. On sent que c'est important pour eux et ça devient important pour nous aussi de le faire. Parce que tant d'amour, de dévotion. Dimanche, jour de l'office, une chapelle du XVIe siècle et le cantique des cantiques qui s'élève. Tes amours de toi, c'est très bon, mieux que le vin. Comme odeur. Alain Bachung et les gens du pays, 2 univers se rencontrent. Le coude de tes lèvres, ma fiancée. Vous savez qui chante là? Non. Bachung. C'est beau? C'est beau. Un concert exceptionnel, organisé par une association qui restaure depuis 13 ans l'édifice religieux. C'est un honneur aussi d'avoir Bachung qui daigne venir dans une humble chapelle, dans un petit coin du centre-Bretagne. Un petit coin devenu le centre du rock. Alain et Marie-Louise semblent un peu intimidés. Et pourtant, ils symbolisent la réussite des Vieilles Charrues, la vedette et l'anonyme, côte à côte. Le monde du théâtre vient d'apprendre le décès de l'auteur de vaudeville, Marc Camoletti. À l'âge de 79 ans, il avait écrit en 1960 Boing Boing, la pièce française la plus jouée dans le monde. Plus de 17 000 représentations dans 55 pays. Parmi ses autres œuvres, Duo sur canapé, Pyjama pour 6 et On dînera au lit. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet. 20h55, votre film En toute innocence avec Nathalie Baye et Michel Serrault. Minuit 10, le dernier journal Ève Métet. Demain à 13h, le journal Daniel Bilalian. 20h, Carole Gessler. Je vous remercie donc de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images du championnat du monde de natation.